Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Mali. Au Mali où nous rendons hommage aux soldats maliens qui sont déjà tombés dans la lutte contre le terrorisme. Le Mali veut recouvrer l'entièreté de son territoire après la rencontre de Pau entre le président Macron et ses homologues du G5 Sahel. Une réunion du comité de suivi vient d'avoir lieu à Bamako et a décidé donc le déploiement de l'armée malienne, en l'occurrence à Kidal. Mais quelles en sont les modalités? Avant d'en parler, écoutons ce que pensent quelques Maliens de leur armée. Ce que je pense de nos forces armées de défense et de sécurité, c'est qu'elles se battent quand même quotidiennement sur le terrain. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que comment chaque fois, lors des attaques, elles se laissent surprendre par l'ennemi. Dans un pays en guerre, dans une zone en guerre, il faut toujours sur le qui-vive pour ne pas être surpris chaque fois comme on entend. Parce que tout ce qu'on voit, c'est que quand il y a des attaques, c'est toujours, ça se passe dans leur camp. Ça ne se passe pas sur le tir. À chaque fois, on les surprend dans leur camp, dans leur propre camp. Donc ça, il faut revoir. Mais ce que je me souviens aussi, c'est que le président Ibrahim Boubacar Keïta disait qu'il va faire en sorte que l'armée passe à l'offensive. Mais est-ce que cette posture d'offensive-là arrive? On ne voit pas. Parce que chaque fois, l'armée paie de lourds tributs lors des attaques dans leur propre camp, ce qui n'est pas normal. Est-ce qu'il faut mettre en cause le comportement aussi de nos éléments? Ça aussi c'est à poser, parce que on se souvient quand même que le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso avait interdit l'utilisation des téléphones Android, où il y a WhatsApp, où il y a Facebook. Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire ça aussi au niveau du Mali? Donc ça aussi c'est des pistes de solutions qu'il faut envisager, quoi. Je crois que l'armée malienne est une armée courageuse. D'abord, deux points de vue. Premièrement, elle n'est pas suffisamment armée pour faire face aux attaques dont elle est victime chaque fois. Et malgré tout cela, elle arrive à faire des victoires sur lesquelles on ne communique pas assez. Et deuxièmement, il faut parler de la dangerosité du combat qu'elle est en train de mener. Parce que les personnes qu'elle est censée protéger, ce sont ces personnes-là qu'elle n'arrive pas à identifier, des personnes qui l'attaquent chaque fois. Parce que la crise, elle est un peu différente d'une guerre de position où on connaît le quartier général de l'ennemi. Mais ici, le quartier général de l'ennemi n'est pas connu. Donc, il peut attaquer à n'importe quel moment. Malgré cela, l'armée malienne tient. Donc, ça veut dire que c'est une armée vraiment courageuse. C'est une armée qui est vraiment très forte, qui résiste à tout ce qui est attaque des groupes armés. Ce qui serait bien, si les autorités aussi peuvent aider l'armée, que ce soit les moyens logistiques et puis changer les stratégies de communication, parce que nous sommes face à un groupe qui maîtrise le terrain mieux que nous. Moi, je n'en veux pas à l'armée, il faut reconnaître, non seulement au-delà des limites de moyens, on a ce qu'on appelle limite d'information sur le territoire malien. La stratégie de recrutement de l'armée reste à désirer, mais cela n'incombe pas à l'armée en tant que telle, mais ça incombe aux autorités qui sont à la base du recrutement des éléments de l'armée. Ce qui est plus important pour moi, on a une armée qui est vraiment très forte, qui arrive toujours à se défendre face aux attaques des terroristes. Et pour que les efforts déployés par l'armée sur le terrain puissent se rimer avec les résultats sur le terrain, il va falloir qu'on ait des autorités qui pensent à l'armée, qui ne pillent pas l'armée en tant que telle, qui puissent vraiment penser à ce qu'on a une armée qui est dans le besoin, qu'on puisse leur donner les moyens adéquats afin qu'on puisse lutter contre les terroristes. L'armée actuelle, vraiment, on pense qu'il y a beaucoup de défaillances, surtout côté formation et côté recrutement. Mais actuellement, on recrute n'importe comment les jeunes et ils sont recrutés en base de leur propre financement. Alors qu'avant, les gens étaient recrutés par vocation. Les gens venaient dans l'armée par vocation, mais en ce moment, tous viennent
par intérêt. Et parce qu'il y a le chômage qui est là, donc chacun cherche à avoir quelque chose. Donc ils ne viennent pas par vocation. Et puis il y a un manque de formation, un manque de rigueur dans les formations actuelles, dans les formations communes de base dans les centres. Donc vraiment, si l'État peut remédier à cela, surtout former les gens dans la maîtrise des matériels qu'ils utilisent. Donc les formations sont centralisées à Bamako ici, alors que dans d'autres régions, il peut y avoir des zones de formation. Et puis que les jeunes, qu'il y ait plus de rigueur dans les formations et qu'on inculque vraiment l'amour de la patrie, la défense de la patrie dans l'esprit des soldats. Comme quoi, l'homme de la rue peut parfois savoir autant que les experts. Un élément positif de tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que les Maliens, tout comme vous d'ailleurs, autour de cette table, sont unis derrière leur armée et soutiennent leur armée avec le souhait de la voir plus efficace, mieux entraînée et mieux équipée. C'est un point important pour vous. On sent que les clivages, vous arrivez à transcender les clivages quand il s'agit de votre armée, Madame Dramé. Merci, M. Tobé. Incontestablement, si on parle du Mali, si on parle de l'armée malienne, forcément on parle du Mali. Bien sûr. C'est pour cela, quand nous voyons le monde entier venir au chevet du Mali, et que nous, entre Maliens, on s'entre-déchire, que chacun se campe sur sa position, que chacun mette son ego au-dessus pour mettre le Mali au-dessus de tout, pour qu'on se donne la main. Sinon, ceux qui viendront aider le Mali à la fin, nos partenaires stratégiques qui viendront nous aider, la lassitude va gagner le terrain, M. Tobé. À chaque fois qu'on parle de l'armée malienne, à chaque fois qu'on parle de cette guerre, à chaque fois qu'on parle des morts, M. Tobé, ça fait froid dans le dos. Bien sûr. Parce que ce sont nos fils, oui. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères qui meurent tous les jours que Dieu fait. Et dire que tout est négatif, broyer du noir partout où on voit que rien n'a été fait, je ne suis pas d'accord. C'est faux en plus. Et un de vos compatriotes dans l'élément qui est passé dit quelque chose de très important. Et on parle des échecs, mais on ne parle jamais des succès. Voilà. Ces acquis qu'on a, il faut les valoriser, M. Tobé. Bien sûr. Tel que l'armée vient d'être dotée à la veille de sa fête nationale. Oui. D'équipements militaires. Oui. Ces acquis, il faut les valoriser. Ces jeunes gens qui savent qu'ils vont vers un voyage peut-être sans retour, oui. savent qu'ils vont mourir, mais quand même décident d'aller pour défendre leur patrie. Ces gens-là, il faut les encourager, M. Tobé. Il faut que chacun laisse sa coloration politique de côté. Absolument. Que nous sommes tous des Maliens, on doit mettre d'abord le Mali pour discuter. Après, on aura le temps de faire tout ce qu'on veut entre nous. Absolument. Mais sauvons d'abord ce pays-là. C'est très positif, Tiambel et Kimbayara, de voir comment les Maliens s'unissent derrière leur armée, qu'ils veulent plus forte, mieux entraînée, mieux équipée et à qui ils souhaitent de gagner cette guerre. Mais il y a un intervenant dans l'élément qui est passé qui dit aussi quelque chose quand même qu'il faut relever et ça fait partie des points de critique, c'est que généralement ils sont attaqués dans leur base, les militaires qui meurent, qui sont tombés encore ce 26 janvier. Comment ça se fait que des gens viennent à moto attaquer comme ça un camp militaire et peuvent repartir comme ça avec du matériel militaire? Comment comprendre cela? Monsieur Gimbayara, s'il oui. vous plaît, 2 secondes. Oui. Monsieur Tobé, je voudrais juste souligner quelque chose. S'il vous plaît. Quand on parle aujourd'hui des choses négatives sur l'armée malienne, oui. Notons, il faut rappeler que la déliquescence de l'armée malienne a commencé à partir du 19 novembre 1968. Pourtant, dans les années 60, l'armée malienne était la meilleure dans la sous-région. Oui, c'est vrai. Et donc, à partir s'il avait voulu Modibo Keïta. Voilà. C'est ainsi qu'a voulu Modibo Keïta. Bien sûr. On avait des généraux, mais des renommées internationales. Dibis Diarra. Bien sûr. Et plein d'autres. Et ce général qui a fait le coup d'État pour mettre le Mali, l'armée malienne à lambeaux, si je peux me permettre, le général Moussa Traoré, oui. Il était venu au pouvoir juste pour 6 mois. Il en est resté 23 ans. Et c'est à partir de cette nuit qu'on peut dire la longue nuit de l'armée malienne a commencé. Et depuis, l'armée malienne n'a plus jamais retrouvé sa gloire d'antan. Et entre-temps, il y a tout ce dont vous connaissez et que tout le monde connaît. Donc, s'il y avait un nom providentiel à ce sujet, ça se saurait. Comme je l'avais dit tantôt, la lutte anti-djihadiste, en tout cas, de l'extérieur, le journaliste que je suis peut constater que l'armée malienne fait partie, les militaires maliens font partie de ceux qui ne tirent pas tue-tête sur les manifestants maliens. Voilà. Vous verrez rarement l'armée malienne
tirer à bout portant Voilà. sur des manifestants maliens dans les buts de, Excusez-moi, monsieur. de Bamako. C'est quelque chose que je tenais aussi à relever. C'est très important. J'aimerais tout simplement, en guise de complément, ramener, dire que la situation, l'heure est grave, la situation est délicate, elle est difficile. Nous sommes depuis 2012 dans cet engrenage, dans cette situation de guerre asymétrique, on l'a dit, répété et réévalué, avec, malgré l'intervention de la communauté internationale, de la MINUSMA, de Barkhane, les espaces sont immenses, le pays est vaste, c'est difficile. Et ce défi s'impose au Mali et aux Maliens en premier. Ensuite, l'aide vient compléter. C'est vrai que ces fils du pays méritent encore plus qu'un musée, plus qu'un hommage, plus qu'une reconnaissance de verser ce sang-là. Et les mentalités évoluent vers ça. Tous les Maliens sont unanimes là-dessus, qu'on les devrait encore, notre vie, qu'on les devrait encore, l'intégrité de ce pays-là, qu'on les doit plus que respect que tout. Mais c'est là, chaque chose en son temps. Monsieur Choguel, Maïga, avant de revenir sur la question proprement dite du déploiement de l'armée à Kidal, mais pas seulement, mais dans d'autres régions plus problématiques, vous avez évoqué dans la deuxième partie de notre émission la nécessité de doter l'armée malienne de moyens aériens. Est-ce que effectivement, c'est là que se noue aujourd'hui le problème des critiques qu'elle concentre. On sait que ce soit au Niger ou au Mali, la plupart des attaquants viennent par colonne sur des mobylettes ou sur des pick-up. Mais on se souvient aussi, prenez un exemple qui n'a rien à voir avec le Mali, mais qui est illustratif de ce que vous disiez, quand des colonnes avancent vers N'Djamena pour attaquer le régime en place, il suffit de les bombarder. On a vu comment l'armée française, par les moyens aériens, bombarde ces colonnes et elle stoppe net. C'est ce qu'il faut aussi dans votre cas. Merci bien. Surveillance et action immédiate, action aérienne immédiate. Merci bien, Richard. Répondant à votre question, ça m'oblige à rebondir pour faire le dressement d'un certain nombre de contre-vérités. Vous savez, moi je suis venu à ce débat pour éclairer les Maliens. Absolument. Et vous avez écrit. Je ne suis pas venu pour faire de l'idéologie ou de la propagande. Pas du tout. Je voudrais dire à madame qu'il faut qu'elle aille bien lire l'histoire de l'armée. Ce qu'on lui a dit, ceux qui lui ont dit ne connaissent pas l'armée. D'accord. L'armée malienne en 1968 avait 2 avions de transport, 2 avions MiG-17. En 1991, l'armée malienne a fait face à 2 guerres à sa frontière. Elle les a gagnées en 1974 et en 1986. Le territoire malien a augmenté de plus de 1000 km². Oui. L'armée malienne a dissuadé 2 pays d'occuper le nord du Mali, le sud et l'est du Mali. L'armée malienne a gagné la guerre contre la rébellion en 1990. L'armée malienne disposait de plus de 30 avions de combat. Aucun pays de la sous-région n'en avait, si ce n'est le Nigeria. Donc ce qu'on dit aux étudiants ou dans les meetings des partis, c'est des contre-vérités qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Vous demandez à n'importe quel expert militaire, il vous dira la période de la déliquescence de l'armée. Pour revenir à ce que vous dites, une armée, la doctrine de tous les chefs d'État avant, c'était qu'il faut avoir la suprématie dans les airs. Vous venez de le dire. Tant qu'on n'a pas la suprématie dans les airs, on ne gagnera pas la guerre. C'est pour cela que le pays a été équipé. Il y avait plus d'une trentaine d'avions de combat, des hélicoptères, des avions de train. Mais il faut demander, il faut qu'elle demande à ceux qui lui ont dit que l'armée a cessé d'exister à partir de 1978, ceux qui ont cassé ces équipements, ceux qui les ont laissés. Vous qui êtes informé sur la question, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Mais parce que les avions étaient laissés au soleil pendant 20 ans sans entretien ni rien. Les équipements, la déliquescence de l'armée, ils savent. Il y a des officiers qui ont été entendus à huis clos à l'Assemblée nationale en 2003. Ils ont expliqué aux députés le processus de déliquescence de l'armée. Il faut peut-être qu'elle aille s'informer un peu mieux auprès de ces députés. Maintenant, ce que je veux dire concernant le Mali, concernant la situation actuelle, je vous ai dit que l'armée a un déficit de commandement, un déficit d'équipement, un déficit d'information. Le soutien de la population malienne à son armée ne fait l'homme d'aucun doute. C'est la seule institution autour de laquelle il y a l'unanimité. Donc il n'y a même pas de débat sur le fait qu'il faut soutenir l'armée. Mais là, on ne peut pas être d'accord. Ce n'est pas parce que le pays est en guerre qu'on vote un budget, que ce budget est détourné,
Et on dit aux gens de se taire. Le fait d'arrêter ceux qui ont détourné, mais est-ce que ça va ramener ceux qui sont morts en vie? Non. Depuis combien de temps on n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas d'avion de combat? Et les gens disent de ne pas critiquer ça. Ce n'est pas une histoire d'être dans l'opposition ou non. Et on est d'abord malien avant d'être de l'opposition ou de la majorité. Ce qu'il faut aujourd'hui... Pardonnez-moi. Ce qu'il faut aujourd'hui, je vous l'avais dit au début que ce genre de débat, lorsque c'est des débats contradictoires, il faut des interlocuteurs qui sont à mon niveau. Oui. Je ne voudrais pas venir polémiquer avec des bouts d'informations. Ils sont maliens. Tout le monde est malien, mais ils ne détiennent pas les vraies informations. Évidemment, tout le monde n'est pas chef. Vous permettez. Donc je veux dire, je vais bien répondre à M. Maïga. Faut aujourd'hui, il faut qu'il y ait les vecteurs aériens. Vous avez bien dit tout de suite que ces colonnes qui descendaient sur le Tchad ont été neutralisées par l'aviation. Il n'y a pas d'aviation. On ne peut pas s'entendre sur ça. Le dossier qui a été introduit à l'Assemblée nationale par le chef de file de l'opposition pour demander une enquête, est-ce que vous savez que ce dossier est bloqué aujourd'hui? Il est bloqué, la commission d'enquête pratiquement est bloquée. Donc, moi je souhaite honnêtement dans ce débat, je suis venu pour donner un certain nombre d'éclairages qui sont sur des faits. Je ne suis pas venu faire de la propagande et ou bien attaquer le régime n'importe comment. J'ai dit le fait que les avions n'ont pas été achetés, les hélicoptères ne sont pas été, ils ont été cloués, l'argent a été détourné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de sortir de ça, équiper l'armée, avoir un bon commandement, avoir la suprématie dans les airs. Le reste là, c'est le débat entre les gens qui veulent impressionner l'opinion publique et... Bon, je ne suis pas venu pour ça. Non, on est d'accord. Vous l'avez. Monsieur Tobé, si vous permettez, c'est un débat constructif. Hein. Oui, absolument. Pour répondre à mon aîné, bien sûr, avec oui. tout le respect que je lui dois, il s'est dit qu'on n'est pas de son niveau. Moi, je vais le répondre, que j'ai des connaissances en la matière, je vais le répondre. Vous avez mentionné tout à l'heure le mot pick-up. Je pense que ça lui dit quelque chose à monsieur Maïga, parce que quand il avait passé le marché public, une commande de marché public avec Toyota Diamant pour justement des commandes de pick-up qui devraient être destinées à l'armée malienne. L'unité était facturée à 15 millions, toutes taxes comprises. L'unité, une centaine de pick-up avaient été, avaient été commandées par monsieur Maïga. Avait été commandé par M. Maïga. Il avait essayé de faire passer ça. Au lieu de ça, il a surfacturé à 55 millions l'unité. Alors, non, j'arrive, M. Tobé. Vous savez, pour vous dire que j'ai des renseignements. Oui, d'accord. Quand il parle d'équipement, si à l'époque, l'armée malienne avait pu ça, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, je maintiens. Moi, je maintiens. Madame Dramé. J'ai dit tout le temps, il n'y a pas d'homme providentiel. C'est la justice malienne. On n'est pas là pour faire de l'élection présidentielle. On n'est pas en campagne présidentielle. J'étais là sur vos plateaux, M. Tobé, à dire tout sur Ibeka en disant qu'il faisait de la malgouvernance. Oui, je l'ai dit haut et fort. Maintenant, vous changez de langage parce que simplement vous êtes dans le gouvernement. Parce que ce que je veux que les Maliens comprennent, c'est-à-dire que monsieur le ministre qui est là, il a participé à tous les gouvernements, excepté celui d'Alpha Omar Konaré. Mais quand il y a des accords... Donc, il est dans le secret de l'État. Quand il y a des accords, il est parti. Il est parti. Il ne peut pas être là aujourd'hui à dire au monde entier qu'il est le chevalier blanc de l'opposition. Il est le monsieur propre de l'opposition. Il est partout sur les plateaux télé en tapant sur tout le monde, en tapant sur ce gouvernement auquel il a appartenu. C'est ça la vérité. Donc, s'il y a quoi que ce soit sur cette loi qu'il est en train de dire là, qu'il a dit n'importe quoi, il sait qu'on est là-dedans, M. Tobé. Il doit me laisser parler, je l'ai laissé parler. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. S'il vous plaît, on marque d'abord une courte pause. C'est un monsieur qui n'a pas de colonne vertébrale à la politique, en fait, il n'a pas de cohérence. Madame Dramé, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Si on l'a envoyé sur le plateau pour venir s'attaquer à M. Maïga, elle a mal appris ses leçons. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Elle parle des choses qu'elle ne connaît même pas. M. Maïga n'est pas le chevalier blanc de l'opposition, c'est pas le monsieur propre. S'il vous plaît, Madame Dramé. Mais il n'a pas prétendu ça. De la bête morte. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission, notamment pour aborder la question du redéploiement de l'armée sur toute l'étendue du territoire national et plus globalement la question de l'application de l'accord d'Alger signé en 2015. À tout de suite.